Donc, docteur Denis Boucher, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi. 15 heures au Canada, 21 heures en France. Donc, écoutez, merci beaucoup. Je sais que l'interview est très attendue par les auditeurs de Mincir Stop à la torture. Donc, je vais vous présenter déjà brièvement, mais je sais que votre parcours professionnel est déjà très élaboré. Alors, vous avez un doctorat en médecine expérimentale. Vous êtes Exact. conférencier, formateur, auteur. Oui, Vous avez notamment écrit Maigrir l'approche rebelle, si je ne me trompe pas. exact. Et vous animez des chroniques radio et télévisées sur la prévention santé, c'est bien ça? Effectivement, c'est en plein ça, oui. Ok. J'aimerais vous demander en premier lieu comment vous trouvez l'énergie de faire toutes ces activités sur la prévention santé. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire tout ça? Et je travaille dans le domaine depuis les 25 ou 30 dernières années et c'est une passion. Donc, je n'ai jamais l'impression de travailler. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Et D'accord. c'est ma manière à moi aussi de développer mon entreprise. Ça a été ma manière à moi de développer mon entreprise au fil des années. D'accord. Donc, de transmettre beaucoup d'informations aux gens. Et les gens apprennent à me connaître, découvrent si l'approche les intéresse suffisamment pour devenir au fil du temps mes clients. Oui, puisque vous avez vous-même en plus votre laboratoire, votre propre laboratoire au Canada, où vous êtes, Effectivement, oui. voilà, où vous travaillez sur l'exercice physique et sur justement les nouvelles recherches. Vous avez une approche qui est justement l'approche rebelle par rapport à l'amincissement, qui remet en cause toutes les croyances populaires, le fait de manger moins pour mincir, etc. C'est ça surtout. C'est effectivement ça, oui. Ok. Parce que je mesure en laboratoire. Pourquoi je vais beaucoup à l'encontre des croyances populaires? Mhm. Pour moi, le métabolisme est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que je mesure au quotidien. D'accord. Donc, j'analyse quelqu'un en laboratoire et son métabolisme, pour moi, je le transmets en chiffres. Et c'est à partir de ça que je travaille. Donc les données en plus sont concrètes, sont scientifiques. Donc je voudrais vous demander justement par rapport à votre livre, donc Maigrir l'approche rebelle, vous expliquez notamment qu'un régime hypocalorique associé à un exercice physique intense, c'est un combat qui est perdu d'avance pour maigrir. Absolument. Parce que le corps est une machine métabolique qui, son travail est de survivre. Notre corps doit survivre et pour survivre, il stocke du gras. Il va stocker des lipides. Oui, Et tout à fait. donc, notre métabolisme de base est la quantité d'énergie que notre corps a besoin pour que toutes nos cellules accomplissent leur travail. Mhm. Et quand je dis bien toutes nos cellules, les cellules de nos yeux, de nos poumons, de notre cœur, de notre peau, de nos muscles, de notre ossature, toutes ces cellules ont besoin d'énergie. Et donc, si votre métabolisme de base se situe à 1500 calories par jour et que vous ne consommez que 1200 calories par jour, vous êtes en jeûne. Et votre corps, pour survivre, va devoir stocker du gras. Donc il fait ses réserves en fait. Effectivement, c'est des bases biologiques bien simples. Nos ancêtres fonctionnaient comme ça. Mhm. Les animaux dans la nature fonctionnent comme ça. Et si à ça, vous ajoutez une dépense calorique intense Oui. par l'exercice, vous créez un stress à votre corps. L'exercice n'est plus un signal d'adaptation. Oui. L'exercice devient un stress. Et votre corps, encore une fois, pour se protéger Mhm. du danger, va stocker davantage de gras. D'accord. Écoutez, j'ai justement une auditrice donc de Mincir Stop à la torture qui me dit elle a perdu 40 kilos. Et pour ne pas les reprendre, elle est obligée justement de s'astreindre à une activité physique intensive parce qu'elle a peur de reprendre le poids qu'elle a perdu. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Sa question exacte, c'est comment travailler à me libérer de la peur de reprendre ces kilos? Ce qu'il faut comprendre, c'est le terme est assez scientifique. J'appelle ça la cinétique de consommation d'oxygène ou l'évolution de la dépense énergétique à l'effort. D'accord. Tout le monde croit qu'à un effort intense, vous allez dépenser beaucoup davantage de calories qu'à un effort léger. Tout à fait, oui. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. Si vous trouvez une intensité d'exercice modérée, donc vous êtes à un essoufflement léger, si je prends la moyenne de la population, à un essoufflement léger, une population de 35 à 45 ans, Mhm. vous allez vous situer aux alentours d'environ 125-130 battements par minute. Vous allez dépenser environ 8 calories à la minute. D'accord. Si vous êtes au maximum de l'intensité de vos capacités, que vous montez, exemple, à 170 battements minute, Mhm. votre dépense calorique ne sera que de 11 calories minute. D'accord. Un simple écart de 3 calories minute, ça ne vaut donc pas la peine. Donc, si ça représente 90 calories à 80, pour 30 ou 45 minutes d'effort, ça va représenter au maximum 70-90 calories supplémentaires. Oui. Il vous faudra donc, pour dépenser une seule
livres de gras, faire 40 entraînements à haute intensité. Oui, en effet. Ça ne sert à rien. Donc, juste pour résumer, à intensité modérée, vous allez dépenser 8 calories à la minute. Oui. Intensité élevée, 11 calories minute. Oui. Un simple petit écart de 3 calories qui n'en vaut pas la peine. Oui, puis comme vous dites, il n'y a pas l'épuisement en plus qui va avec, l'épuisement de cet exercice intensif qui va faire que ça va générer un stress pour le corps. Vous avez un point très important, c'est qu'en plus, vous n'aurez pas d'impact psychologique négatif. Si vous faites de l'exercice à intensité modérée, vous ne versez aucune goutte de sueur et que vous perdez du poids, c'est ce qui va arriver, vous allez vous porter beaucoup mieux psychologiquement. Tout à fait. Merci pour ces précisions donc pour cette auditrice. Je voudrais vous demander justement par rapport aux 3 piliers que vous défendez, à savoir pour mincir, il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas souffrir de la faim. On a parlé donc de l'activité, il faut qu'elle soit modérée et régulière. Et le 3e pilier, c'est prendre conscience de ses pensées. Moi, j'aimerais vous demander vis-à-vis de votre expérience, quels sont les résultats que vous obtenez aujourd'hui vis-à-vis de vos clients, quels sont les résultats que vous obtenez en matière de perte de poids? Une perte de poids lente, progressive, mais durable. Donc, je suis tout à fait contre les pertes de poids rapides. Donc, si vous avez un objectif de perdre 30 livres en un mois, 99% des gens reprennent davantage de poids dans les mois qui vont suivre. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que les gens qui suivent mon programme décident de changer systématiquement de style de vie. S'ils ne sont pas prêts à ça, le programme ne fonctionnera pas. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit se dire pour changer de style de vie quand on vient vous voir, qu'on a envie de mincir? On doit être prêt à quoi? Qu'est-ce qu'on doit se dire? Quel est le déclic? On doit se dire qu'on oublie la perte de poids rapide. On doit se dire que on va être discipliné et persévérant pour le reste de ses jours. Donc, les écarts de conduite ne pourront plus exister. À titre d'exemple, si vous me dites, Denis, je vais faire attention la semaine à tout ce que je mange, et la fin de semaine, je me laisse aller. J'entends ça souvent. Ça ne fonctionnera jamais parce que vous allez constamment créer un déséquilibre au niveau métabolique. C'est certain que vous avez le droit de consommer, de boire du vin, vous avez le droit si vous aimez le chocolat, vous avez le droit d'en manger. C'est que vous allez connaître la zone dans laquelle votre métabolisme fonctionne et vous allez découvrir quelles sont les quantités auxquelles vous avez droit. Mais si vous allez en dehors de cette zone, vous allez engraisser. Mais vous devez donc accepter qu'il y a un contrôle que vous devez maintenir. Oui, puis je pense qu'il y a un travail à faire aussi à côté, parce qu'il y a d'autres motivations à manger que le besoin. Et justement, là où on risque d'aller dans les écarts, c'est certainement quand on ne mange pas par besoin, mais plutôt par récompense, par paresse, par gourmandise, j'imagine. Oui, aussi. Et la chose que moi j'ai découvert au fil des années, c'est que les gens qui ont une très mauvaise répartition au niveau des macronutriments, protéines, lipides et glucides, ont beaucoup de difficultés à contrôler leur rage de nourriture. Donc, si je vous dis aujourd'hui, vous venez à mon laboratoire, j'effectue les tests avec vous, et que je vous dis maintenant, vous devez consommer 1750 calories par jour avec 100 grammes de protéines, 60 grammes de lipides et 150 grammes de glucides, cet équilibre va faire en sorte que chez 95% de mes clients, les rages de sucre disparaissent. Parce qu'il y a un équilibre physiologique que vous venez de donner à votre corps. D'accord. Est-ce que ça répond justement, j'ai une autre auditrice qui nous dit qu'elle a faim tout le temps. Et ça, c'est un problème parce que, alors, elle me dit pas si ça provient d'un déséquilibre alimentaire à la base, parce que c'est peut-être le cas, mais quand on a faim tout le temps et qu'on ne connaît pas sa satiété, comment on peut déjà imaginer de ne pas avoir faim lorsqu'on va rentrer en perte de poids? Sa question exacte, c'est par quoi dois-je commencer pour espérer mincir sainement? Mesurer votre métabolisme de base. D'accord, donc c'est ce qu'on vient de dire, la répartition protéines, les lipides. D'accord. Parce que je reviens encore à cet exemple, si votre métabolisme de base est de 1500 calories par jour et que vous n'en consommez que 1400 ou 1300 ou 1200 calories, vous êtes en jeûne, vous allez toujours avoir faim. Il faut donc que le minimum que vous consommiez en termes de calories, si votre métabolisme de base est de 1500 calories, c'est 1500 calories. D'accord, donc c'est justement peut-être suite à des régimes trop drastiques qu'elle a suivis qu'elle a cette sensation de faim durable, peut-être. Oui, effectivement. Probablement. Et d'ailleurs, vous irez au moment où on se parle, je viens de publier sur mon blog
un article qui parle justement de ce qu'on aborde présentement, qui s'appelle « De flammes mourantes à brasier, l'histoire vraie d'un métabolisme transformé ». D'accord. C'est exactement ce dont on parle. Donc pour les auditeurs de Mincir Stop à la torture, je le mettrai directement en lien en bas de la vidéo pour qu'on puisse lire tout ce que vous publiez également sur votre site. Tous les liens vers votre blog aussi seront directement en dessous de la vidéo. Je crois que c'est important en termes de complément. Et moi, je tiens à vous dire que c'est extrêmement courageux parce que on est dans une société aujourd'hui, je le vois tous les jours dans mon métier, où on a tendance à croire qu'il faut manger moins pour mincir, il faut que ça aille vite, il faut contrôler son corps, et ça a des conséquences qui sont absolument dramatiques. Donc je mesure le courage que c'est d'aujourd'hui d'avoir l'approche rebelle que vous défendez. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos et j'aime bien votre façon d'aborder la perte de poids. Parce que vous vous attaquez vous aussi vraiment à des croyances qui sont ancrées depuis des dizaines d'années et qu'il faut vraiment défaire ces croyances dans l'esprit des gens. Bah écoutez, j'en suis flattée, mais d'autant plus, je vous dis, je mesure l'impact, la difficulté de défendre ces idées-là quand on est face à un public où restriction égale quelque part perte de poids. C'est vraiment pas évident. Mais c'est d'autant plus intéressant, justement. J'avais une autre question, justement, par rapport aux croyances, parce que je me rends compte souvent que les personnes qui, justement, ont parlé de restriction, de contrôle sur l'alimentation, entretiennent depuis des années des croyances sur leur corps, sur leur façon de se nourrir. C'est aussi une question d'éducation, je pense. Quand on dit finis ton assiette, il faut pas gâcher la nourriture. Voilà, vous devez retrouver tout ça. Comment on prend conscience, parce que je pense dans la perte de poids, c'est essentiel de transformer ses croyances. Comment on en prend conscience et comment on les transforme, ces croyances? Un travail de longue haleine, je vous dirais. Chez certaines de mes clientes, c'était un travail qui n'a pas été possible de compléter parce que c'est vraiment inculqué. Un exemple, j'ai une cliente qui arrive à mon bureau. Sa mère l'a obligée à suivre des régimes dès l'âge de 7 ans. Elle a 50 ans aujourd'hui. C'est implanté dans son cerveau, c'est implanté dans ses habitudes de vie. Elle a rencontré plusieurs psychologues et rien n'a fonctionné. Chez certaines personnes, ça a été tellement rentré solidement dans leur esprit que le travail n'est pas faisable. Chez une autre cliente où j'ai bien réussi, je lui ai fait prendre conscience parce que ce que je mesure est aussi la composition corporelle. Donc, à titre d'exemple, en fonction de votre grandeur, vous allez retrouver, vous avez une quantité de masse osseuse, une quantité de masse maigre, masse grasse, une quantité d'eau dans votre corps. Si vous mesurez 5 pieds 10 pouces et que vous souhaitez avoir la morphologie d'une actrice qui en mesure 5 et 4 et qui a une masse musculaire peu imposante, vous allez avoir une espèce de dissonance cognitive. C'est que vous souhaitez atteindre un idéal qui est impossible à atteindre. Donc, il faut vraiment que vous compreniez cette notion de morphologie. C'est ce que j'explique à mes clients. Si vous vraiment vous regardez toutes les émissions télé avec tous les magazines et que vous souhaitez atteindre des objectifs de perte de poids en fonction d'images qui s'impriment dans votre cerveau, choisissez une image qui est en relation avec votre morphologie. Oui, mais c'est pas toujours ça qu'elles choisissent en général. Et c'est exactement ça. Et le travail est assez difficile, mais j'ai une cliente qui l'a fait. Elle a dit, Denis, j'ai trouvé cette photo d'un magazine québécois. Le modèle avait exactement sa même grandeur, sa même carrure au niveau des épaules. Ce n'était pas une femme mince, c'était une femme avec un certain surplus de poids, mais qui avait de belles formes. Et elle a dit, ça, c'est mon objectif maintenant. Parce que la notion de minceur n'est pas une notion de santé nécessairement. Tout à fait, on peut être mince et on peut être mal dans sa peau aussi. La minceur n'apporte pas forcément le bonheur, tout à fait. Justement, par rapport à ça, je crois que l'approche que vous proposez aussi, c'est pas forcément perdre du poids, c'est surtout améliorer son hygiène de vie avant tout. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parce que pour moi, la conséquence de votre hygiène de vie est la perte de poids. Donc, si vous adoptez de saines habitudes de vie, bien vous alimenter, respecter votre métabolisme de base, bien gérer votre stress, dormir, prendre le temps de vous reposer, la conséquence va être la perte de poids. Oui, tout à fait. Parce que vous allez donner un équilibre à votre corps. Oui. Ce que je remarque également aussi, c'est souvent les gens sont complètement dépendants du chiffre de la balance. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'optique perte de poids, si la balance me dit que j'ai perdu du poids, tout va bien. Si la balance dit que j'en ai pas perdu, c'est la catastrophe. Et peu importe ce que j'ai pu faire de bien pour moi dans la semaine. Donc, voilà. Vous devriez, toute personne devrait, si votre balance ne vous donne qu'un seul chiffre, qui est un poids, vous devriez prendre votre balance et la jeter à la poubelle. Oui. Parce qu'imaginez que vous entreprenez un programme de perte de poids, vous entreprenez un programme d'exercice modéré.
Au bout d'une semaine, vous avez perdu 5 livres de gras. Mhm. Vous avez gagné 4 livres de masse Tout musculaire. à fait. Votre balance va s'indiquer que vous n'avez perdu seulement qu'une livre. La plupart des gens vont se décourager. La réalité, c'est que vous avez perdu 5 livres de gras et que vous avez gagné de la masse musculaire. Oui, c'est essentiel. C'est excellent. Tout à fait. Mais la balance ne vous le révélera pas. J'avais une question là-dessus parce que j'ai regardé tout à l'heure une de vos vidéos YouTube où justement vous parlez d'une balance bio-impédance. Oui. J'avais un doute là-dessus parce que j'ai fait fac de sport et on m'a enseigné qu'en fac de sport, les balances bio-impédance, il faut absolument pour la mesure être allongée et il faut une balance à 4 prises. Et là, j'ai vu qu'apparemment, ça a peut-être évolué depuis mes études aussi, mais on a des appareils qui sont fiables aujourd'hui qui permettent, comme une balance, de monter dessus et de mesurer la masse maigre et la masse grasse. Oui, effectivement. Sauf qu'en laboratoire, moi, j'en ai une qui est vraiment de grade médical. Donc, avec davantage de précision, plusieurs impédances qui vont être envoyées dans le corps de la personne, donc 3 impédances, 3 niveaux d'impédance. La plupart des balances que vous allez acheter sur le marché inférieur à peut-être 150 €, oui. Vous allez retrouver des balances avec 1 ou 2 impédances seulement avec 4 points d'entrée. Oui, tout à fait. Tandis que ma balance, elle, au niveau médical, a 8 points d'entrée beaucoup plus précises. Oui, elle est conséquente. Hein. Très bien. J'ai une auditrice de Mincir Stop à la Torture qui nous dit elle a perdu 20 kilos. Elle a un peu de mal à continuer. Elle demande comment je peux me remotiver parce qu'il me reste 20 autres kilos à perdre. Si vous êtes encore capable de perdre 1 kilo, allez-y kilo par kilo. Un écart de cette grandeur-là, c'est trop. Réduisez l'écart. Donc, si vous me dites que vous êtes encore capable de perdre 1 seul kilo, c'est donc que vous êtes capable de perdre les 20 autres qui restent. Cependant, si pour y arriver, vous devez vous épuiser à l'entraînement et encore vous priver de nourriture et souffrir de la faim, il y a des ajustements que vous devez faire. Il faut que vous en preniez conscience. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ça. J'ai également un sujet qui revient souvent sur la ménopause. C'est une question que je voulais vous poser parce que dans les ateliers que j'anime, on me dit souvent, on voit la ménopause comme une catastrophe. C'est le moment où on a été mince toute sa vie et quand la ménopause arrive, il y a la prise de poids qui arrive parce que l'âge, parce que le manque d'exercice, etc. Moi, je crois vraiment que c'est plutôt une croyance, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à croire que la ménopause, c'est un moment où il y a des changements qui se passent, des bouleversements. Je voudrais vous demander, vous, qu'est-ce que vous conseillez à vos clientes pour, on va dire, approcher cette période de vie sereinement? Contrairement à ce qu'on croit, j'ai beaucoup de femmes en ménopause qui viennent à ma clinique. Mm-hmm. Et la ménopause, oui, change le métabolisme, mais pas aussi dramatiquement qu'on voudrait le croire. Mm-hmm. Donc, si normalement, vous devriez avoir un métabolisme, encore une fois, à 1500 calories par jour, ce que je vais voir souvent, c'est des métabolismes qui vont ralentir aux alentours de 1400 calories. D'accord. C'est pas dramatique. Mais ce qu'on va perdre avec l'âge, avec le vieillissement, c'est l'intérêt à faire de l'exercice ou c'est notre capacité à faire de l'exercice de haute intensité. Mm-hmm. On souhaite continuer à faire de l'exercice de haute intensité parce qu'on s'imagine encore à 20 ans, mais notre corps n'est plus capable de suivre ce rythme. Il faut donc tout simplement donner un rythme qui est différent à notre corps, qui respecte nos capacités. Donc, nous vieillissons, notre capacité diminue, notre capacité physique diminue, notre capacité mentale, pas nécessairement diminue, mais la capacité de notre cerveau à gérer la fatigue change. Oui. Il faut juste vraiment donner, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, de saines habitudes de vie à notre corps. Et la ménopause ne sera pas un problème. Oui, et puis le croire aussi que ce ne sera pas un problème peut-être. D'arrêter de se mettre dans la tête qu'à ce moment-là de sa vie, parce qu'on l'a vu ou parce que dans notre famille, il y a peut-être eu un facteur génétique aussi, de se préparer d'une autre manière à la ménopause. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner un exemple si j'ai le temps, parce que ce que vous racontez est vraiment intéressant. Si je vous amène dans mon laboratoire, je vous installe sur mon analyseur de gaz respiratoire, donc qui est un masque, oui, qui analyse votre consommation d'oxygène et votre expiration de CO2. Je suis capable donc de déterminer le nombre de calories que vous dépensez à la minute et dans quelle quantité vous utilisez les lipides, les protéines et les glucides. Très bien. Je vous installe donc, vous avez le masque, et je vous demande de commencer à vous inquiéter par rapport à votre ménopause. Oui. Vous allez donc commencer à être stressé mentalement. Mm-hmm. Si vous êtes relax, je vois systématiquement que vous n'utilisez que des lipides. Vous êtes donc très détendu, vous êtes assis. Mais dès le moment où vous commencez à vous stresser mentalement pour une question particulière comme celle dont on parle, vous allez vous diriger vers l'utilisation des glucides.
C'est Et génial ça. automatiquement, vous stockez du gras en direct. Je le vois, le changement est direct, D'accord. en réel. Donc, le stress que vous allez vous imposer, spécialement chez les femmes, est beaucoup plus dommageable que pour les hommes. Alors, vous êtes assise, vous vous stressez, vous entrez dans ce qu'on appelle le principe de lutte ou fuite, et votre corps stocke du gras parce que pour lutter ou pour fuir, vous avez besoin de glucides pour produire votre énergie. Oui, tout à fait. C'est sous l'effet de l'adrénaline aussi, non? Oui, exactement. Oui. Toutes les hormones liées au stress. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser une dernière question? Parce que je suis passionnée, je pourrais vous interviewer 3 heures, mais je me doute que votre temps est précieux aussi. Vous avez 5 minutes? Ah, absolument. Oui, je voudrais vous demander, voilà, j'ai aussi par expérience des femmes qui ont perdu 20-30 kilos et qui continuent à se voir avec 20-30 kilos en plus. C'est-à-dire que le schéma corporel a changé, mais le schéma émotionnel met plus de temps. Quel accompagnement vous proposez à ces femmes-là pour que, ok, le corps a changé, mais que dans la tête, ça puisse évoluer aussi? C'est vraiment la partie la plus difficile. Écoutez, chez certaines clientes, j'y suis arrivé, mais chez la majorité, c'est un travail impossible. Je vous dirais, chez 30% de ma clientèle qui présente ce problème, qui ont perdu beaucoup de poids, comme vous le mentionnez, le travail s'est fait de lui-même avec des discussions, avec une manière de mesurer les circonférences du corps pour les transmettre beaucoup plus visuelles. Oui. Mais la plupart des gens ont une incapacité à se voir mentalement en 3 dimensions. À titre d'exemple, il y a une université aux États-Unis, l'Iowa, je pense, qui ont modelé des gens en 3 dimensions et des gens obèses. Et il y avait le modèle en 3 dimensions à côté de la personne et on lui demandait qui est-ce qu'on a représenté dans ce modèle en 3 dimensions. La majorité des gens étaient incapables de se reconnaître. Ah oui. La majorité des gens sont incapables de percevoir leur anatomie, leur morphologie, d'en avoir une bonne image mentale. Alors, si votre image mentale est quelqu'un de gros et que c'est implanté, mais déjà vous n'avez aucune idée de ce que ça représente, de ce que votre corps représente, quand il va changer, vous n'allez avoir aucune perception de changement. Bien sûr. Et c'est une partie que je vous dirais qui est un mystère dans la science, la perception du corps. Je n'ai trouvé qu'un seul livre à l'heure actuelle qui a fait l'étude de la perception du corps et on commence à comprendre ce phénomène, mais il n'y a pas encore de solution tracée. D'accord. Pour modifier cette perception. En France, on a peut-être, vous connaissez le docteur Stéphane Clerget qui a écrit sur les kilos émotionnels, comment s'en libérer. Donc comme je le dis, bon, c'est pas des outils qui sont révolutionnaires en soi, c'est des pistes de réflexion pour aider le schéma corporel à évoluer. Mais comme vous l'avez dit, de toute façon, c'est un travail, je pense, qui dure toute la vie parce que le corps évolue aussi toute la vie. On reste pas figé dans le temps. Et ce qui est plus difficile pour ces gens, c'est qu'ils tentent de continuer à perdre du poids constamment. Même s'ils arrivent en phase de maintien, pour eux, ils ont la crainte de revenir en arrière tout le temps. Ils sont toujours en situation de stress, en situation de panique. Prendre une livre, les mettre dans un état émotionnel tout à fait dramatique. Donc, c'est vraiment la partie difficile, je trouve. Il y a peut-être l'euphorie aussi de perdre du poids, parce que quand on perd 1 kilo régulièrement, les gens disent que vous changez. Vous vous sentez euphorique aussi parce que vous réussissez. Il y a le résultat aussi à la clé. Mais au bout d'un an, quand vous avez votre poids idéal et que les gens ne vous disent plus que vous avez minci, il y a peut-être ce manque de l'euphorie aussi, recherché pendant la perte de poids. Effectivement, beaucoup de ces facteurs entrent en ligne de compte, mais d'une personne à l'autre, c'est vraiment difficile de déterminer lequel a le plus d'impact. D'accord. Bah écoutez, merci pour tout ça. Merci vraiment de m'avoir accordé votre temps. J'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que vous faites des formations en France? Est-ce que vous venez de temps en temps? La dernière fois que je suis allé en France, ça remonte à 10 ans. Oui. J'espère y retourner bientôt. Bah écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer les informations. Ce sera avec plaisir que je les retranscriverai sur la chaîne. Et puis bah surtout, enfin, continuez ce travail-là parce que je suis sûre, je le vois que ça intéresse de plus en plus de personnes. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font dans ce domaine-là et on a besoin de gens comme vous. Donc merci pour ce que vous faites aussi. Merci à vous. Merci.